nous avons vu que le rôle de la structure en architecture était de maintenir la géométrie de l'édifice, malgré les forces qui s'exercent dessus. Mais quelles sont ces forces et comment les représente-t-on ? Prenons comme exemple cette maison, dont la structure est de type poteau-poutre. Cette structure est pour l'instant représentée sans matière. Elle ne pèse rien. Il se trouve qu'elle est réalisée en bois, matériau certes léger, mais dont le poids n'est pas nul. La structure doit donc d'abord se porter elle-même. Elle doit résister à son propre poids, et dans le cas d'ouvrages très imposants, cette force peut devenir la plus importante de toutes celles qui s'exercent sur le bâtiment. Il s'agit d'une force verticale volumique permanente, normale et statique. Ces adjectifs permettent de dresser des catégories de forces qui présentent des enjeux spécifiques en matière de représentation et de conception. Outre le poids propre de la structure, on compte comme force verticale le poids des cloisons et des finitions, du mobilier, des équipements, des usagers, celui de la neige, mais aussi la pression due au vent sur une toiture, ou encore la pression hydrostatique d'une nappe phréatique sur les parties enterrées. Un séisme peut également générer des forces verticales sur la structure. Toutes ces forces n'ont pas les mêmes caractéristiques. Comme charge horizontale, il faut toujours considérer le vent, qui est une charge surfacique variable. Sur ce graphique, son intensité est portée sur l'axe vertical et sa fréquence sur l'axe horizontal. Un édifice est soumis tous les jours à de faibles vents, moins souvent à des vents forts et exceptionnellement à des vents extrêmement violents. On dresse alors deux catégories pour ces charges variables. D'un côté, les charges dites normales, sous lesquelles l'édifice doit rester parfaitement fonctionnel et confortable, et d'un autre côté, les charges dites accidentelles, pour lesquelles il faut garantir avant tout la sécurité des personnes. La plupart des risques majeurs correspondent à des charges accidentelles. Le vent de tempête, le séisme, l'impact ou le souffle d'une avalanche, d'une inondation torrentielle ou d'une explosion. Ce sont pratiquement toutes des forces horizontales. Mais la charge de neige entre également dans les deux catégories, normale ou accidentelle, selon son intensité et sa fréquence. La charge peut donc être verticale ou horizontale, permanente ou variable, normale ou accidentelle. Elle peut également être statique ou dynamique. Certaines charges, comme celle du vent, peuvent être parfois statiques, quand le vent est constant, ou dynamiques quand il souffle en rafale. Un vent constant peut également produire une force dynamique par les tourbillons qu'il crée sur la structure. On ne conçoit pas de la même façon pour ces deux cas de charge. Si la force est dynamique et cyclique, il faudra que les vibrations naturelles de la structure ne soient pas de même fréquence que celles de la force. La représentation des forces est un point clé de la mécanique des structures. Sans aborder prématurément la question de sa modélisation mathématique, voyons simplement comment exprimer graphiquement la présence d'une force. Si la force est suffisamment localisée, on parlera d'une force ponctuelle qui s'exerce en un point. Elle sera représentée par une seule flèche. Cette flèche indique la position de la force dans l'espace, sa direction ou son angle horizontal, vertical ou incliné, et son sens. La longueur de la flèche indique une force plus ou moins importante. En réalité, aucune force de contact dans la nature n'est parfaitement ponctuelle. Elles sont plus ou moins réparties sur une surface. Ici, la neige et le vent s'exercent sur la couverture, qui est une surface étendue dans les deux dimensions. On parle alors de force surfacique. Si la surface de contact est très allongée, comme sur une poutre qui reçoit la charge du plancher, la force sera considérée comme répartie sur une ligne, et on dira que c'est une force linéique. Les forces réparties sont représentées par un grand nombre de flèches serrées les unes contre les autres, réparties sur une surface ou sur ligne. Le caractère localisé ou non d'une force de contact dépend du rapport entre la surface de contact et celle de la structure et du caractère répétitif de cette force dans l'espace.
Cette poutre principale, par exemple, supporte un certain nombre de solives qui lui transmettent le poids du plancher. La charge d'utilisation d'un plancher est caractérisée par une force répartie de manière homogène sur tout le plancher, parce que la position des personnes et des meubles est a priori aléatoire. Ce poids, décrit par une force répartie surfacique quand on considère le plancher, est en revanche quantifié par une valeur de force linéique si l'on considère la solive. Enfin, l'action exercée par la solive sur la poutre peut être considérée comme ponctuelle, mais si les solives sont suffisamment rapprochées comme ici, on considérera plutôt que la poutre est chargée par une force linéique qui rend compte de l'ensemble des forces exercées par les solives et réparties sur toute la longueur. Pour terminer ce tour d'horizon sur la notion de charge, il est important d'être conscient que celle-ci dépend en partie du choix de l'architecte. Une bonne conception permet, avant même de se poser la question de la résistance, de réduire les forces auxquelles il faudra résister. Le poids propre peut être réduit en éliminant de la structure toute la matière inutile et en l'organisant de la façon la plus efficace. On dit que la structure est optimisée. Ici, les deux poutres sont capables de porter la même charge maximale, mais la poutre pleine est 8 fois plus lourde que la poutre triangulée. Une partie importante de sa résistance est alors dédiée à se porter elle-même. L'action du vent peut également être réduite si la forme est plus aérodynamique. Le centre culturel Jean-Marie Tjibaou en Polynésie, dessiné par Renzo Piano, est un exemple de forme d'enveloppe dont le caractère est intimement lié à la prise en compte de l'action du vent dans la conception. Ainsi, en zone cyclonique, il est intéressant d'arrondir les angles, de prévoir des éléments poreux aux arêtes, de limiter les débords de toiture ou d'opter pour un toit à 4 pans à faible pente. La forme de la toiture détermine la manière dont la neige va s'accumuler. Un toit à faible pente, la présence d'angles rentrants créés par des toitures multiples ou des acrotères favorise l'accumulation de la neige et donc la charge correspondante. Ce tour d'horizon n'épuise pas les relations qui existent entre les formes et les charges exercées. Et nous verrons dans les cours avancés comment optimiser les formes pour réduire la charge sismique, la pression du vent ou encore celle d'une avalanche.